On commémore et on évoque souvent la mémoire des victimes et des témoins, mais effectivement, de l'autre côté, il y a non seulement quelques figures de bourreaux qui restent extrêmement présentes dans l'actualité, mais je pense qu'il était important aussi de pouvoir lancer un travail de réflexion sur la propagande qui correspond évidemment à un moment à la fois historique de la montée des violences du XXe siècle, mais qui aussi est toute son actualité, et pouvoir inviter un certain nombre de spécialistes qui vont balayer le siècle pour aller interroger cette forme de discours et de représentation qui est à la fois une façon de promouvoir l'image des gouvernements et qui a été repris bien sûr par les gouvernements totalitaires, les puissances totalitaires, mais qui était aussi de la façon dont elle s'alimentait, alimentait son contenu, une façon de stigmatiser l'ennemi et au-delà de l'ennemi, les populations civiles qui étaient la cible, étaient décrétées comme ennemis raciaux ou ennemis classiques. Alors, sur cette, ce qui correspond à un axe de réflexion que la Fondation va poursuivre au-delà de cette année, il nous a semblé important, Luba Jørgensen et moi, d'organiser, suite à un séminaire qu'on avait fait, d'organiser cette journée pour aller interroger la représentation à partir de l'articulation entre l'art et la propagande, l'implication des artistes et leur motivation qui est à la fois pensée comme une façon d'être instrumentalisée, mais aussi comme un engagement politique des artistes pour une cause qu'ils pouvaient défendre sincèrement, même si avec du recul ça peut nous sembler quelquefois incongru. Donc cette journée se donne pour tâche de lancer la réflexion sur l'articulation entre artistes et propagande. En sachant donc qu'on aura aussi, et puis bon, vous pourrez largement y participer, un peu plus de marge pour la discussion. Voilà, donc je passe quelques... Je vais juste ajouter quelques mots pour tracer quelques axes de réflexion qui ont émergé à partir de ce travail que Philippe Ménard vient de mentionner, de ce travail préalable au cours d'un séminaire qui s'est tenu récemment. Quelques axes de réflexion que l'on cherche à proposer, mais voilà. De façon à explorer les moyens par lesquels les institutions, les groupes et les États ont cherché à manipuler les individus de tout temps, en leur imposant un récit du réel et des modèles d'identification générateurs de consensus. Et c'est de ces récits, donc récits au sens large, car il s'agit très souvent d'une narrativité construite à partir d'un matériau non verbal, ou seulement en partie verbal, comme l'affiche, la photographie ou le cinéma, la sculpture, l'œuvre architecturale, ou encore la musique, qu'il s'agit de donner analyse aujourd'hui. Il s'agit de récits transitifs qui visent à agir sur le réel en offrant aux spectateurs ou lecteurs une place valorisante dans l'histoire telle qu'elle lui est présentée. Et ces récits susceptibles de varier selon les époques et les objectifs du moment mettent en œuvre, comme tout récit, des systèmes narratifs construits à partir de contenus culturels partagés au sein de la société cible. Donc c'est aussi sur ces stratégies narratives que l'on a cherché à s'interroger. Le message de propagande va s'insinuer partout où l'ordre ou l'injonction rencontrent leurs limites. La persuasion intervient où la puissance est susceptible d'échouer. La puissance d'un État, même le plus tyrannique, finalement, va devoir s'appuyer sur une persuasion. Et si, contrairement à l'injonction, le message de propagande est véhiculé sur un mode de représentation symbolique, c'est-à-dire indirect et figuré, puisque son but est justement d'échapper au registre direct.
Donc à partir du moment où, enfin, si l'ordre met en œuvre la performativité du langage, la propagande, elle, va plutôt œuvrer à partir de la dimension figurative et narrative. Or, le maniement de ces langages figurés, texte, image, édifice, musique, etc., tout en offrant au manipulateur des possibilités illimitées d'action sur son destinataire, crée une zone floue où certaines applications de ces langages échouent, ou du moins échappent à ce qui les produisent. Et c'est ainsi que la propagande, qui a notamment pour but de réécrire l'histoire et de manipuler la mémoire collective, n'est pas totalement apte à manipuler à 100% la mémoire culturelle, puisqu'elle utilise donc, c'est précisément dans ces marges qu'on a voulu aussi interroger, puisque, outre le fonctionnement programmé de la manipulation propagandiste, voilà, ce sont ces marges que nous avons cherché à étudier, car elles sont susceptibles de nous renseigner sur les mécanismes de fonctionnement des langages symboliques en question, mais aussi sur la visibilité de ceux qui, dans tout discours de propagande, doivent nous le cacher. Car dans le cas des États totalitaires notamment, la propagande est parfois censée créer un consensus autour de pratiques qui elles-mêmes ne doivent pas être dévoilées. Il y a donc une négociation complexe, un dosage très subtil quant à la dimension de cette pointe qu'il s'agit de montrer. Et de là est venue une interrogation sur ce que les discours de propagande forgés par des États ou par des idéologues, ou encore des artistes se mettant au service des États, avaient à nous apprendre en marge des idéologies et des constructions identitaires, nationales et politiques diffusées à travers ces discours, c'est-à-dire sur le fonctionnement de ces États. Donc, d'un côté, il y a ce que la propagande cherche à dire et les mécanismes dont elle se sert pour le dire. Et de l'autre côté, il y a ce que la construction discursive ne maîtrise pas, ce que l'image peut dire au-delà de l'image, ce qui reste en marge. Autrement dit, on va aussi s'interroger sur les limites de la représentation.